Cécile et Jacques ont survécu à plus de 3 ans de torture blanche dans une section de haute sécurité de la prison d'Evin. Et aujourd'hui, les autorités iraniennes ne trouvent rien d'autre à faire que de continuer à s'acharner sur eux en leur faisant planer la perspective d'une condamnation à mort au-dessus de la tête. Ma sœur Cécile et son compagnon Jacques sont partis en Iran pendant les vacances scolaires 2022. Ils nous ont envoyé tous les jours des messages sur le groupe WhatsApp familial avec des photos de ce qu'ils visitaient, de ce qu'ils mangeaient, ils étaient très heureux. Jacques connaissait déjà un peu le pays, il aimait beaucoup ce pays. Cécile, ça faisait plus de 10 ans qu'elle rêvait de le visiter, elle m'en a beaucoup parlé. Et puis un jour, on n'a plus de nouvelles à partir du 7 mai. On a commencé à être un peu inquiet, tout en rationalisant, en se disant que c'était peut-être le décalage horaire, le retour, le stress de la rentrée. Et on s'est vraiment inquiété la semaine suivante quand les collègues de Cécile nous ont signalé qu'elle ne s'était pas présentée au lycée comme c'était prévu. Ensuite, par-dessus, mes parents ont eu un appel du Quai d'Orsay, donc le ministère des Affaires étrangères, pour les informer que Cécile et Jacques avaient été arrêtés. Pendant 200 jours après l'arrestation, la seule information qu'on avait, c'est qu'ils avaient été arrêtés. Mais on ne savait pas où ils étaient détenus, comment ils allaient, s'ils étaient encore vivants. Absolument aucune information. Je suis Cécile Colère, je suis agent de renseignement et opérationnel à la DGSE. Cécile et Jacques ont été contraints de faire de faux aveux. L'objectif de la DGSE, c'est faire pression sur le gouvernement. Nous étions en Iran pour préparer les conditions de la révolution en Iran et du renversement du régime iranien islamique. Dès le départ, ça a été assez clair qu'ils étaient accusés d'être des espions pour les services secrets français. Et aujourd'hui, subitement, sans doute par rapport au contexte actuel, ils deviennent, aux yeux des autorités iraniennes, des agents à la solde d'Israël. Le 13 juin, il y a eu un conflit qui a éclaté entre Israël et l'Iran. En tout cas, une guerre a éclaté entre les deux pays. Tous les jours, donc, on assistait effectivement aux nouvelles frappes. On voyait que des frappes avaient lieu à quelques kilomètres seulement de la prison. Cécile et Jacques ont reçu une visite consulaire le 1er juillet. Nous, on a reçu le compte-rendu le lendemain et pendant ce compte-rendu, déjà, on a appris un petit peu ce qu'ils ont vécu après les frappes israéliennes sur la prison d'Evin. Ma sœur explique qu'elle a entendu 3 explosions très proches d'elle, à quelques mètres d'elle. Les murs de sa cellule ont tremblé. Jacques explique qu'il a vu des codétenus être blessés par des éclats de verre et de béton. Cécile et Jacques, donc à ce moment-là, ont été transférés. Les autorités iraniennes dissimulent leur lieu de détention actuel. On a aussi appris qu'un juge leur avait notifié 3 chefs d'inculpation, donc espionnage pour le compte d'Israël, complot en vue de renverser le pays, enfin le régime, et corruption sur terre. Donc ces 3 chefs d'inculpation sont extrêmement graves, ce sont les plus graves de la République islamique d'Iran et ils sont passibles de la peine de mort. La procédure en ce qui concerne Cécile et Jacques est complètement floue, la procédure judiciaire. Leur droit à la défense est complètement bafoué, ils n'ont pas droit à un avocat indépendant. Nous, on en a engagé des avocats iraniens sur place dès le départ, qui n'ont jamais pu accéder au dossier ni leur rendre visite. Les autorités françaises n'arrivent à obtenir aucune information sur la procédure judiciaire. Un jour, on leur dit vous êtes accusés d'être des agents de la DGSE et puis subitement, ils se transforment en agents du Mossad aux yeux des autorités iraniennes. Donc, rien de tout ça n'a de sens, c'est l'arbitraire complet et ça témoigne très bien en fait du fait que ce sont des otages, qu'ils sont instrumentalisés dans les relations entre la France et l'Iran et que ce ne sont rien de plus que des monnaies d'échange aux yeux des autorités iraniennes. Concernant les informations que vous recevez, comment vous jugez la crédibilité d'une information qui vous vient des autorités iraniennes? La parole des autorités iraniennes, nous on le sait puisque depuis 3 ans, on y est soumis, on sait qu'elle n'est pas fiable, que ce n'est pas une garantie et qu'on ne peut pas s'y fier. Donc nos sources valides, c'est effectivement donc, les comptes rendus des visites consulaires et on a eu aussi quelques pistes sur les conditions de détention qu'ont connues Cécile et Jacques par le biais d'anciens codétenus qui ont livré leurs témoignages. Ils ont été chacun pendant au moins 3 mois consécutifs à l'isolement cellulaire. Donc en fait, on vous met dans une cellule de 2 mètres sur
sur 3 environ, sans fenêtre, éclairé 24 heures sur 24, et on vous laisse sans rien. Ils n'avaient pas droit à du courrier, pas de quoi écrire, très peu de livres, aucun meuble, donc ils dormaient à même le sol, sur des couvertures. Tout du long, dans la prison des Vignes, ils ont dormi par terre? Oui, pendant plus de 3 ans, ils ont dormi par terre dans la prison des Vignes, sur des couvertures. Il ne se passe rien d'autre que des interrogatoires qui sont très difficiles, très violents, qui durent des heures, pendant lesquels on vous manipule, on vous intimide, on vous ment, on vous fait croire que quelqu'un de votre famille est mort, on vous fait croire que votre gouvernement vous a oublié, que personne ne se bat pour vous à l'extérieur, que vous allez vous mourir ici, que vous ne comptez pour personne, et on vous torture psychologiquement ainsi pour vous briser et souvent pour vous amener à faire de faux aveux. Pour les contacts qu'on a avec eux, donc c'est des visios WhatsApp. C'est au bon vouloir de leur geôlier, donc c'est très irrégulier, on ne sait jamais quand ils vont appeler. Ça dure entre 3 et 10 minutes. On ne voit que le visage de Cécile, mais on voit par son langage non verbal qu'elle a des gens autour d'elle. On sent une pression psychologique très forte. On entend parfois des gens murmurer à côté d'elle. Il est arrivé que les appels coupent quand on posait des questions ou qu'on donnait des informations un petit peu gênantes. Pour donner un exemple précis, en octobre 2023, Cécile, lors d'un appel, m'a dit « Je comprends pas pourquoi on est encore là, tous les détenus français ont été libérés, on est les 2 derniers. » Et je lui ai dit « Non, Cécile, c'est pas vrai, vous n'êtes pas les 2 derniers, il y en a encore 2 autres. » Et ça a coupé à ce moment-là. Nous, aujourd'hui, ce qu'on attend de la France, c'est qu'elle trouve la solution pour les sortir de là, et le plus vite possible, que ça ne prenne pas encore des semaines ou des mois, parce qu'ils ne tiendront plus très longtemps dans ces conditions. Il y a plusieurs raisons à la mobilisation. Effectivement, la première des raisons, c'est qu'on ne les oublie pas. Dès le départ, on voulait en faire une cause nationale. Bon, ça a pris un certain temps, ça a pris plusieurs années. Aujourd'hui, on pense que c'est devenu une cause nationale. On en parle de plus en plus. Ça les aide là actuellement parce qu'ils savent que de l'autre côté, il y a des gens qui se battent pour eux. Donc je pense que c'est ce qui leur permet de tenir aussi. La disparition de Lennart Monterlos, nous, ça nous glace le sang parce qu'on se dit non, pas un de plus. On est terrifiés à l'idée que la République islamique d'Iran fasse de nouvelles victimes de cette politique de prise d'otages. Donc c'est aussi un moyen pour nous de sensibiliser les gens sur la situation pour qu'ils comprennent les risques qu'ils encourent à se rendre en Iran. Et si vous aviez un message à délivrer à votre sœur aujourd'hui, ça serait quoi ? Le message que j'aimerais passer à Cécile, c'est qu'on l'aime, qu'on aime Jacques, qu'on se bat comme des fous pour obtenir leur libération. Je lui ai envoyé un message lors de l'avant-dernière visite consulaire en lui disant que je lui promettais, que je lui faisais la promesse qu'on les sortirait de là. Je tiendrai ma promesse, on va vraiment se battre jusqu'au bout et de plus en plus fort pour obtenir leur retour parmi nous en sécurité.